Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, l'égalité professionnelle homme-femme est-elle en marche? Depuis 15h40, en tous les cas, nous, les femmes, nous travaillons gratuitement. Alors en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on va s'interroger sur ce nouvel outil mis en place dans les grandes entreprises. Un index d'égalité, une notation sur 100 en fonction de 5 critères pour les contraindre, ces grandes entreprises, à avancer. Qui sont les bons et les mauvais élèves? Peut-on faire confiance à ces entreprises pour jouer vraiment le jeu? Notre grand débat à suivre avec nos invités. Un imam qui prend l'initiative d'une réunion publique dans les quartiers nord de Marseille. Un élu municipal en terre communiste à Malakoff qui ouvre un débat très anti-Macron, vous allez le voir. Nouvel échantillon de ses paroles citoyennes dans Ça fait le débat, notre mag hebdo sur la route du grand débat national. Alors que le président prépare les esprits sur les réponses du gouvernement, forcément en deçà des attentes immenses, ça fait le débat à découvrir dans la deuxième partie de cette émission. Et puis comme chaque soir, bien sûr, tous vos rendez-vous. Plus belle la politique, Ahmed Tazir, et un extrait des mois et mois. Vous allez le voir, la députée Sophie Oconi ne serait pas à l'Assemblée si elle avait écouté son entourage féminin. Comment s'autoriser à prendre le pouvoir? C'est un peu la question du soir ce vendredi. Ça vous regarde, vous avez le programme, #CVR, n'oubliez pas, nous vous attendons, nous attendons vos réactions en direct dans cette émission. Bienvenue sur ce plateau, Marie-Pierre Rexin. Bonsoir, vous êtes députée de la République En Marche de l'Essonne, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes à l'Assemblée. Vous étiez aux premières loges dans l'hémicycle pour défendre cette loi dont nous allons parler ce soir, une loi de septembre 2018 qui met en place ce fameux index d'égalité homme-femme. Nathalie Bargrat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes associée au sein de l'agence Grant Thornton France, groupe d'audit et de conseil financier. Votre entreprise, elle a plus de 1000 salariés et vous avez piloté la mise en place de ce fameux nouvel outil, cet index de l'égalité dans votre entreprise. Vous allez nous expliquer si ça marche et comment ça se passe concrètement. Et puis vous avez aussi piloté une autre étude, alors beaucoup plus large, Women in Business, sur les femmes en entreprise dans 35 pays, vous nous direz. Enfin, j'accueille Céline Pic, bonsoir. Merci d'être là, vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. Ce nouvel index est-il pertinent? Y a-t-il une véritable volonté politique nouvelle pour avancer sur ce terrain? Vous nous direz. Je vous donne la parole à toutes les trois. Plateau 100% féminin ce soir, on a du temps pour débattre. Mais d'abord, bonsoir Ahmed Tazir. Bonsoir Myriam. J'espère que vous êtes en pleine forme et pas trop impressionné par toutes ces femmes en force ce soir. Une femme justement à l'honneur ce soir dans votre billet Plus belle la politique, Aïssa Doumara, lauréate du prix Simone Veil. 8 mars et encore, les jeunes femmes peuvent être harcelées, violées. La violence sexuelle s'exerce dans les beaux quartiers comme dans les HLM, dans les usines comme dans les start-up, dans la presse comme au cinéma. Des paroles se libèrent, pas assez. L'oppression masculine est une réalité dans les actes, dans les mots. Le 8 mars doit être un combat de chaque jour, en France et partout dans le monde. Emmanuel Macron a remis ce matin le premier prix Simone Veil qu'il a créé pour récompenser des actions partout dans le monde en faveur des droits des femmes. Prix remis à la Camerounaise Aïssa Doumara Ngatansou, qui gère une association d'aide aux victimes de viols et de mariage forcé dans son pays. Un engagement de plus de 20 ans au service des femmes à mener dans le silence, parfois dans l'opprobre. Elle s'est souvent indignée, mais n'a pas cédé. Un exemple de courage, celui de remettre en cause le poids des héritages, a dit d'elle le président de la République. Je vous propose d'écouter la lauréate. Elle raconte avec ses mots l'histoire de quelques succès qu'elle a obtenus dans la lutte contre les mariages forcés et les violences faites aux femmes. C'est l'histoire de cette petite que je pourrais nommer Adou, dont le mariage avait déjà été organisé à la veille de son entrée en classe de 6e. À peine elle avait 12 ans et grâce aux actions de notre organisation, on a réussi à annuler ce mariage-là. C'est également l'histoire de cette jeune dame, à peine 20 ans, qui, à cause des exactions des insurgés de Boko Haram, a vu l'un de ses fils égorgé, ainsi que son époux, où le sang de ces derniers a été recueilli dans un récipient et où on l'a obligé à le boire.
Et grâce aux interventions que nous avons menées, au bout d'une année, cette personne a pu reprendre goût à la vie. Le chef de l'État a annoncé que la France allait consacrer 120 millions d'euros à un fonds pour soutenir la lutte contre les violences et les discriminations faites aux femmes dans le monde. Il s'est exprimé aussi sur la situation des femmes en France. Pour Emmanuel Macron, là aussi, il reste beaucoup à faire. Et pourtant, en France aujourd'hui, il y a encore tant et tant à faire. Il y a encore, et l'actualité récente l'a montré, le pire de ces violences qui s'exercent dans notre pays. Est-ce la loi qui est là à changer à nouveau? Non. Ce sont des habitudes, des silences, des dysfonctionnements profonds, mais qui derrière conduisent au féminicide, au pire. Il n'y aura plus de silence, plus de passe-droit, plus d'habitude. À l'occasion de cette journée, un concert de klaxons était organisé aujourd'hui par Amnesty International devant l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, en solidarité avec les Saoudiennes qui se sont battues pour pouvoir conduire. Des militants de l'ONG réclament par ailleurs la libération de Loujain El Atoul, Ayman Nashfan, Aziza El Youssef, 3 défenseurs, des droits des femmes arrêtés en mai 2018. Objectif de ce concert de klaxons, alerter et interpeller les autorités saoudiennes. L'objectif, c'était de faire du bruit ici, devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, pour interpeller les autorités saoudiennes et leur demander de libérer les militantes, les défenseurs des droits humains qui sont injustement emprisonnés simplement parce qu'elles ont demandé leur droit à conduire et parce qu'elles ont dénoncé le système de tutelle masculine répressif à l'égard des femmes dans le pays. Revenons à l'Assemblée nationale. Cette semaine, 2 femmes vice-présidentes de l'Assemblée ont piloté au Palais Bourbon les questions au gouvernement en prévision de la Journée internationale des droits des femmes aujourd'hui. Sous les applaudissements, la vice-présidente Annie Genevard a ouvert la séance mardi en remerciant pour son initiative le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, à l'origine de ce changement de fauteuil. Mais vous allez le voir, en réponse à une question d'un député, celle qui préside la séance, va donner la parole au ministre de l'Intérieur qui fait une gaffe. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Madame la Présidente. C'est Madame la Présidente, c'est pas si compliqué que ça, et bis repetita. Il y a un an, c'était la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui avait laissé échapper à Monsieur le Président, alors qu'Annie Genevard, encore elle, se trouvait déjà au perchoir. Les vieilles habitudes. Pourtant, cette assemblée est la plus féminisée de la Ve République. Elle compte 230 femmes pour 347 hommes. Mercredi, c'était la seule autre vice-présidente de l'Assemblée, Carole Bureau-Bonnard, de La République En Marche, qui a présidé les traditionnelles questions au gouvernement, sous les applaudissements aussi. Mais gros dilemme ce jour-là, à la question d'une députée sur la ruralité, celle qui préside la séance hésite. Elle hésite pour la réponse. Doit-elle donner la parole à un ministre ou à une ministre? Regardez. À quand un véritable plan Marshall pour la ruralité? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la... Monsieur Darmanin? Pardon, Madame... Bien. Donc, la parole est à... S'il vous plaît, chers collègues, Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Ouf, c'est une ministre qui prend la parole, Jacqueline Gourault. L'honneur est sauf. Sauf que la ministre, à son tour, fait une gaffe. Madame la sénatrice, Madame la députée, je suis désolée. Je suis désolée. Madame la députée, Écoutez vous avez raison. Aïe, 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 sénatrice à l'Assemblée nationale, Jacqueline. Les gaffes dans ce domaine, pour sûr, hommes et femmes, on est tous égaux. Allez, on termine par le dessin du jour, le coup d'œil de Man dans le Midi Libre. Avez-vous le coup d'œil, ce dessin? Regardez, des patrons à une salariée. Vous préférez qu'on dise Madame l'ingénieur ou l'ingénieuse? Juste le même salaire que Monsieur l'ingénieur, ça ira. Voilà, et vous, Myriam, pour le même boulot, vous gagnez plus ou moins qu'un David Pujadas, Bruce Toussaint ou Yves Calvi. Question pour une championne, Je vous laisse deviner. Je suis sûre que vous allez deviner très bien tout seul.
J'adore ce dessin, merci. Merci beaucoup Ahmed. On en vient à notre débat transition toute trouvée à compétences égales, salaire égal. Ce serait si simple si les entreprises respectaient la loi. Seulement voilà, il faut les contraindre en matière d'égalité professionnelle. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus Muriel Pénicaud, Marlène Schiappa et la majorité. Vraiment les contraindre, c'est en tous les cas la philosophie de ce nouvel index d'égalité obligatoire dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Un système que nous détaille Marie Lapatte. À compétences et postes égaux, l'écart salarial entre femmes et hommes est aujourd'hui de 9%. Pour combler cet écart, le gouvernement a donc mis en place ce qu'il appelle un index de l'égalité, calculé sur la base de 5 indicateurs. L'écart de rémunération entre hommes et femmes, bien sûr, mais aussi le taux d'augmentation individuelle, le taux de promotion, le pourcentage de salariés ayant bénéficié d'augmentation dans l'année du retour de congé maternité et la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. La note finale est établie sur 100 points. Les entreprises de 250 à 1000 salariés ont jusqu'au 1er septembre prochain pour réaliser cet index. Quant à celles de 50 à 250 salariés, elles devront satisfaire à cette obligation avant le 1er mars 2020. Si leur score n'atteint pas 75, elles auront alors 3 ans pour se conformer à la législation, sous peine d'être sanctionnées à hauteur de 1% de leur masse salariale. Alors on a les premiers chiffres, des bons comportements, des moins bons. Marie-Pierre Rixin, sur 1400 entreprises, seules 800 ont publié leur index. C'est à peine plus de la moitié. Comment vous l'expliquez ? D'abord, c'est insuffisant. C'est des entreprises qui n'ont pas répondu à leurs obligations. C'est un manquement à la loi, donc il va falloir qu'elles y répondent. Muriel Pénicaud a expliqué qu'elles devaient y répondre là dans les jours qui allaient arriver. Sinon, en effet, les services de l'État les contraindraient à publier ces chiffres. De quelle façon précisément ? Eh bien, j'imagine à travers des contrôles d'URSSAF, à travers des inspections du travail, et avec les services de l'État qui leur demanderaient de masques. Vous êtes surprise par ces chiffres ? À peine la moitié joue le jeu. La loi vient d'être promulguée 1er mars. Ça veut dire surtout que les entreprises elles ont du mal à satisfaire un besoin de transparence. Et il va falloir qu'elles s'y soumettent. C'est un vœu à la fois de la population, mais également des acteurs publics. Et il faut que les entreprises, aujourd'hui, nous permettent de disposer de cette photographie dont nous avons toutes et tous besoin pour pouvoir ensuite regarder les leviers à mettre en place. Nathalie Margret, vous l'avez mis en place, ce fameux index de l'égalité. Est-ce que concrètement, on a vu, c'est assez technique, il y a des critères qui jouent sur le salaire, mais qui jouent aussi sur les promotions, qui jouent sur les postes à haute responsabilité. Est-ce qu'il est facile à mettre en œuvre ? Comment ça se passe concrètement ? C'est le DRH qui pilote tout ? Oui, nous, c'est les équipes RH qui ont fait un travail formidable et qui ont effectivement travaillé sur cet index qu'on a publié le 1er mars et on s'en félicite. Il est la mise en œuvre à partir du moment où vous avez un bon système d'information, il n'y a pas de sujet en tant que tel et je suis ravie que cette loi ait été publiée parce qu'elle est assortie d'une obligation de résultat et je trouve qu'en termes d'image et de marque employeur, c'est vraiment fondamental de pouvoir respecter cette obligation et surtout ça fait un jalon pour les années à venir et les prochains sujets à traiter. Mais très concrètement, c'est pas bizarre finalement que les entreprises se notent elles-mêmes. Alors il y a des critères, mais voilà, la rémunération sur les écarts, l'entreprise décide de se donner jusqu'à 40 points. Et puis on accumule les points, et puis si on a 75 sur 100, on est considéré comme un bon élève. Il vous semble, pertinent cet outil ? C'est une pique ? Moi, j'ai examiné un petit peu les premiers résultats qui sont sortis, qui ont été compilés pour les 40 premières entreprises, celles du CAC 40. Et en fait, on observe quand même de très, très, très bons résultats. Ah, bonne nouvelle. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est l'index qui est calculé de façon un petit peu avantageuse pour les entreprises ? Quand on regarde les entreprises du CAC 40, on a des 95, des 98, des 94. On a toutes les entreprises du CAC 40. Donc que des bons élèves au-dessus de 75 sur 100. Très bons résultats. Vous doutez de ces chiffres ? Alors, c'est important de comprendre quelle est la méthodologie en rentrant 2 minutes dans le détail. Allez-y, on est l'index. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a les premiers résultats sont très bons et en fait le problème, c'est un problème, c'est que ça vaut autosatisfaction générale de la part de beaucoup d'entreprises. J'ai vu encore un titre dans Challenge aujourd'hui qui était les champions de l'égalité parmi les entreprises françaises.
Ça va permettre une autosatisfaction parce que je pense que cet index est assez généreux dans l'octroi de points. Alors, je vous prends deux exemples très concrets. Premièrement, le premier, pour 40 points, c'est-à-dire pour 40% de la note, il y a les écarts de rémunération. Absolument, c'est le premier critère. Voilà, le premier critère. Les écarts de rémunération sont calculés à poste, à niveau équivalent et à âge équivalent. C'est-à-dire que c'est une photo qui est statique, qui va faire, comme vous l'avez dit très bien dans votre reportage, le focus sur les écarts de salaire pour un même poste. Pour un même poste, on a aujourd'hui 9% d'écart de salaire. Sauf que ça semble finalement très, très peu, ce chiffre de 9% d'écart salarial. Et en France, on se dit, par expérience, juste, ce serait s'attaquer sur l'intégralité des inégalités. Et l'intégralité des inégalités, tout métier confondu, tout contrat de travail confondu, en prenant en compte les temps partiels contraints, les différences de métier également, et pas simplement à poste équivalent sur un équivalent temps plein, on arrive à 27%. Donc ce premier critère, par exemple, sur 40 points, va vraiment se focaliser sur les écarts à poste équivalent et ne va s'attaquer qu'à une petite partie du problème. Autre exemple, je prends par exemple le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est la fréquence des augmentations de salaire dans l'entreprise, notée sur 20 points. Sur 20 points. C'est important quand même, 20 points. Et là, on a non pas le montant des augmentations comparées entre les femmes et les hommes, qui pourrait donner une idée du rattrapage qu'opèrent les RH au sein des entreprises, mais le pourcentage de femmes. C'est-à-dire que pratiquement parlant, si vous augmentez de 1% toutes les femmes et si vous augmentez de 5% tous les hommes, vous avez 20 sur 20 à ce critère, puisque 100% des femmes auront été augmentées et 100% des hommes auront été augmentés. Alors il faut donner la parole à la défense quand même. Et vous voulez nous faire tous les critères? Voilà. Et on a du temps, allez-y, mais rapidement. Par rapport à la transparence, ce qui est dommage, c'est que l'index est publié dans sa globalité sur le critère sur 100, et on ne sait pas quels sont les points des différents critères et les données qui ont été utilisées. Moi, j'aimerais beaucoup savoir quels sont les montants des écarts calculés. Il y a beaucoup de reproches que vous faites à cet index. Un manque de transparence sur les différents critères et comment on fait les notes. Ensuite, dans le mécano, si je puis dire, de chaque critère, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le défendre? Il a été négocié par des partenaires sociaux, mais les entreprises ont réussi, au fond, à imposer aussi leur vue dans la manière de l'établir noir sur blanc dans la loi, cet index. Les entreprises, non, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant dans l'élaboration de cet index. Les gagnants, ce sont les femmes pour lesquelles on doit aujourd'hui travailler pour qu'elles soient mieux rémunérées et rémunérées de manière égale avec les hommes. Donc ça, les gagnantes, ce sont elles, ce sont les femmes. En revanche, les entreprises, effectivement, on le voit bien, d'ailleurs, elles sont encore frileuses pour publier cet index. Donc ça prouve bien que malgré tout, cet index, c'est pas non plus une publicité gratuite pour toutes les entreprises dans leur manière de travailler sur l'égalité professionnelle. Mais dans le mode de calcul, en fait, il y a des reproches qui sont faits dans le mode de critère, notamment sur la rémunération ou les augmentations. Je vous trouve dur parce qu'en fait, ces éléments, notamment quand on prend par exemple le retour du congé maternité, et bien quand on regarde l'index, il y a 27% aujourd'hui des entreprises qui ne satisfont pas leurs obligations légales d'augmenter les femmes à leur retour de congé maternité. Alors expliquez-nous, parce qu'il faut s'arrêter sur ce congé maternité. Oui. Beaucoup de femmes ont fait l'expérience d'un congé maternité avec évidemment aucune augmentation à la clé pendant la période d'absence pendant le congé maternité. Parfois même, ce sont des postes qui ne sont plus au rendez-vous au retour. Ça, c'est totalement illégal. Que dit ce critère? Vous devez suivre l'évolution des augmentations de salaire, même quand vous n'êtes pas là. Le critère dit que vous devez satisfaire les obligations légales de la loi de 2006, qui dit que lorsqu'il y a eu un mouvement d'augmentation, Madame pourra nous l'expliquer plus précisément en matière de RH, mais lorsqu'il y a eu des mouvements d'augmentation dans une entreprise, eh bien une femme qui revient d'un congé de maternité, son congé de maternité n'a pas à la sanctionner dans l'octroi de cette augmentation. Or, manifestement, il y a une partie des entreprises aujourd'hui qui ne satisfont pas cette obligation légale. Et là, par exemple, ça fait partie des sujets sur lesquels elles vont devoir rectifier le tir, de la même manière qu'on voit bien que l'octroi également des meilleures rémunérations des femmes, eh bien évidemment, est largement insuffisant. Je crois qu'il y a c'est à peu près 2 femmes sur 10 qui bénéficient des meilleurs... ça c'est le dernier critère. L'entreprise doit au moins compter 4 femmes parmi ces 10 plus hauts revenus, en moyenne, plus hauts salaires. On peut se demander d'ailleurs pourquoi pas 5, au moins la parité, c'est 4 sur 10.
Nathalie Margret, c'est une révolution dans les entreprises que de se conformer à ce genre de critères? Je trouve que c'est très important et effectivement peut-être que le calcul est compliqué pour certaines entreprises, enfin je vois pas où est la difficulté, peut-être que l'allocation des points n'est pas satisfaisante, mais en tout cas ça a le mérite d'exister et ce que je trouve important c'est la dynamique. Nous aujourd'hui on a un index de 87 sur 100. Je considère que c'est encourageant, mais c'est pas satisfaisant. Et il faut mesurer cet index dans le temps. Et ce qu'on est en train d'analyser, c'est effectivement les critères. Pourquoi effectivement sur certains critères on est moins bon et on met en place le plan d'action en face. Vous seriez prête, vous, à ce que votre entreprise figure dans une liste qui soit publique, de façon claire, dans la presse, sur un site dédié? Là, si je comprends bien, chaque entreprise publie sa note et ses différents modes de calcul en fonction des 5 critères, mais il faut aller chercher entreprise par entreprise pour connaître les bons ou les mauvais élèves. C'est pas du name and shame, ça, c'est une manière de contrainte, mais en deçà de ce que font les anglo-saxons. Oui, on serait prêt nous être sur une liste et d'ailleurs quand on voit on est nous-mêmes allés voir les notes de nos confrères et d'autres entreprises pour savoir comment on se positionne. Elle est timide, Céline Pic, cette loi. Il aurait fallu avoir des listes claires. Elle est très timide dans le sens où, comme l'a très bien dit Mme Rixin, par exemple, le critère sur le congé maternité déjà dans la loi, en fait, il existait déjà. Et mais on voit bien que la loi en la matière, l'égalité salariale, n'est pas la loi. Pour rappeler quand même le contexte historique, la première loi sur l'égalité salariale, c'est 1972. Ensuite, il y a eu une grande loi avec l'introduction du rapport de situation comparée. On parle de 1981 avec Yvette Roudy. Donc, des outils, on en a eu plein. Et en particulier, il faut rappeler aussi que les différentes lois travail consécutives ont détricoté... Mais vous savez bien que ce n'est pas la première loi qui n'est pas appliquée réellement sur le terrain. On négocie avec les entreprises. Il y a un accord qui a été signé. C'est peut-être ça la bonne méthode. Mais par exemple, dans les successives lois travail, on a détricoté un certain nombre de contraintes qui étaient faites aux entreprises en termes de production de rapports de situation comparée et d'obligation de négociation avec les syndicats sur quel est le plan à mettre en œuvre pour réduire les inégalités salariales. Donc, je salue toute initiative, mais je suis à peu près 100% sûre que quand on voit les notes des entreprises du CAC 40 qui sont toutes au-dessus de 75, ça ne peut aboutir à finalement que... Une autosatisfaction et beaucoup de communication auprès de la part des entreprises qui, pour certaines, sont régulièrement attaquées en justice pour des cas de discrimination sexuelle, des cas de harcèlement au travail, des cas de discrimination liés à la grossesse. Donc ça, c'est à la réalité des femmes sur le terrain, en fait. Et cette dissonance entre cette autosatisfaction générale des entreprises qui va déboucher de cet index où tout le monde a 80 ou 90% et la réalité sur le terrain, quand on parle par exemple de la question des violences au travail, par exemple, ce qui est exclu de cet index, c'est problématique. On ne peut pas imaginer que la carrière des femmes ne soit pas entravée par les cas de harcèlement. Je rappellerai juste les chiffres. Une femme sur 5 connaîtra des violences au travail au cours de sa carrière. Bien sûr que ça a un impact. On aurait pu parler de conciliation vie privée, vie professionnelle. C'est tout ça pour dire que c'est un sujet extrêmement complexe, avec de multiples leviers, et que vraiment il faut s'attaquer aux 27% des inégalités salariales et non pas simplement aux 9% à poste équivalent et âge équivalent. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre la complexité du problème. On entend bien vos critiques ce soir. On va voir si elles sont partagées peut-être par une partie de l'opposition, sûrement, et qu'en disent les auteurs de la loi, Muriel Pénicaud, Marlène Schiappa. On ne peut pas faire encore un vrai bilan, mais tout de même, depuis le 1er mars, que se passe-t-il et qu'en pense-t-elle? Écoutez. C'était il y a 1 an. Emmanuel Macron avait promis le name and shame pour les entreprises qui ne respectaient pas l'égalité homme-femme, la stigmatisation pour changer les comportements, expliquait-il. 1 an plus tard, la musique est un peu différente. Je ne crois pas que la dénonciation suffise. Si le name and shame ça suffisait, on aurait déjà changé le monde. Là, on fait quelque chose de plus puissant. On fait une évaluation objective, une mesure du progrès, une transparence et une mobilisation des acteurs. Plus question de donner le nom des entreprises mauvais élèves, plus question non plus d'obtenir leur classement sur Internet. Le gouvernement mise plutôt sur le long terme. On passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultats et le gouvernement a donné 3 ans aux entreprises qui ont des écarts de salaire entre les femmes et les hommes
pour les résorber sous peine évidemment de pénalités financières importantes. Des propos difficilement compréhensibles pour l'opposition. Si le ministère du Travail faisait son travail jusqu'au bout, en tout cas la ministre, elle ferait une synthèse sur son site internet et chacun pourra aller voir ce qu'il en est des entreprises et de savoir comment les unes et les autres se classent. S'il faut que vous alliez sur le site de plus de 1000 entreprises pour trouver le résultat de l'index, personne ne va le faire. D'autant qu'à la date limite du 1er mars, seule la moitié des entreprises avaient répondu à l'obligation légale de publier leur index. Marie-Pierre Rixin, c'est un peu le jeu, hein. On est là pour aller faire un peu l'avocat du diable et les critiques sont là. Qu'est-ce que vous répondez au fond? C'est en deçà des attentes. Il fallait faire la liste, une liste claire sur le site du ministère. Là, c'est vrai qu'en allant chercher entreprise par entreprise, l'incitation à respecter la loi est moindre. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut regarder quel est l'objectif de tout ça. L'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que les femmes elles soient payées autant que les hommes. Donc, quand vous dites, par exemple, qu'il faut s'attaquer pas uniquement aux 9% résiduels, un peu inexplicables, mais également à l'ensemble des inégalités de revenus, je suis d'accord avec nous. C'est le cas avec les critères. Par exemple, sur la question du congé maternité, on le prend en considération. Là, l'idée, c'est bien, il y a d'autres textes qui permettent de s'attaquer de manière générale aux inégalités de revenus. Là, l'idée, c'est bien, c'est les inégalités de salaire. Le naming c'était vraiment l'un des procédés apprécié et même promu par Emmanuel Macron dans la campagne. Pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout? Est-ce que c'est la négociation qui a buté là-dessus? Pourquoi finalement le gouvernement a renoncé à couvrir de honte, comme on dit, en publiant des listes claires? Alors très bien, alors moi je veux bien qu'on... Je vous pose la question, peut-être c'est une mauvaise idée. Mais je n'ai rien contre le name and shame, il peut être utile. D'ailleurs Marlène Schiappa l'avait également fait l'année dernière et c'est très utile. Mais là, si on va aller jusqu'au bout de la démarche et résorber ces 9%, est-ce que, une fois qu'on a dit qu'il y avait telle et telle entreprise qui ne respectait pas ses obligations légales, quid après? Très bien, ça va faire la une des médias pendant une semaine. La pression, ça compte. Hein. Et, bien sûr, et la réputation dans le domaine des entreprises. En revanche, aujourd'hui, l'index permet, eh bien, comme vous le disiez, madame, de créer des marques d'entreprises, qui fait que déjà, il y a des entreprises qui se sentent pénalisées par rapport à d'autres et qui vont peut-être moins bien recruter et vont avoir des talents peut-être moins intéressants pour elles. Et au-delà du grand public, et c'est vrai que c'est important, vous avez raison, mais ce qui est important aussi pour une entreprise, c'est de recruter des talents qui soient performants. Et puis, il y a également la question de la clientèle. Dans la clientèle, a priori, elle est composée de femmes et d'hommes. Et pour une entreprise, c'est jamais très bon d'avoir une mauvaise note à l'égard de sa clientèle féminine. Donc, alors, on va demander de name and shame, finalement, il joue à la chef d'entreprise, à l'associé dans ce cabinet de conseil. Ça suffit pour exercer une pression, ce système d'index, de notation? Est-ce que vous allez vous garder les notes entre vous? Est-ce que je pense que vous allez recruter aussi? Je pense que c'est une vraie donnée pour les jeunes talents qu'on embauche. On nous interroge de plus en plus sur notre politique en termes de diversity, notre politique en termes de mixité et je suis quasiment certaine que les candidats, et on est dans une période où les ressources sont rares, vont regarder les index, en tout cas sur notre métier. Comment ça se passe à l'étranger? Les anglo-saxons vont beaucoup plus loin. Que dit votre étude que vous avez réalisée sur les femmes puissantes, comme on dit maintenant, Women in Business, dans plus de 35 pays? C'est vrai que je pense que les pays anglo-saxons ont été plus influencés que nous par le MeToo, mais d'une manière générale... Alors ça c'est intéressant, il y a un effet MeToo sur l'égalité professionnelle dans les entreprises, sur les salaires, sur les promotions? Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui est liée au mouvement MeToo et d'ailleurs les résultats de notre étude 2019, je pense, est également porté par ce mouvement, parce qu'on observe qu'aujourd'hui notre étude porte a été réalisée auprès de 5000 chefs d'entreprise, personnes dirigeantes, cadres de direction dans 135 pays, et on voit une progression du nombre de femmes qui occupent des postes de direction. On a eu une progression de 5 points, et aujourd'hui, un poste de direction sur 4 dans le cadre de notre étude est occupé par une femme, ce que je trouve plutôt encourageant. Encourageant, ça reste évidemment loin de la parité. Il y a un effet MeToo, balance ton port, il y a un effet sur l'explosion planétaire du phénomène des agressions sexuelles, sur ces questions qui a priori sont très distinctes, l'égalité professionnelle. Je pense qu'il y a une prise de conscience du grand public des femmes et des jeunes femmes qui entrent dans le monde du travail qui fait que la tolérance au sexisme, elle, s'abaisse.
et donc les comportements sexistes qui entravent la carrière des femmes, puisque comme on l'expliquait tout à l'heure, le sujet est extrêmement complexe. C'est un comportement sexiste quand on gagne moins d'argent, moins de rémunération à compétences égales. Je vous pose la question. Oui, on est dans le sexisme. Mais le sexisme alimente aussi les inégalités salariales. Prenons l'exemple dont on a parlé récemment de la Ligue du LOL sur les journalistes. On voit bien que cette stratégie de harcèlement sexiste dans le milieu journalistique a abouti à une promotion d'hommes qui étaient les harceleurs, et puis souvent un retrait. Certaines ont quitté Twitter alors que pour elles, en tant que journaliste, c'était extrêmement important. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur aussi la question des violences et du sexisme à l'intérieur des entreprises si on veut lutter efficacement contre les inégalités en termes de développement. On se dit que ce phénomène mondial du MeToo est peut-être même plus efficace qu'une nouvelle loi ou qu'un accord entreprise patronat-salariat en matière d'égalité professionnelle. C'est un peu audacieux de dire ça. Oui, il y a des effets réels. Je pense que l'accord, il était nécessaire. Je pense que cette nouvelle loi était nécessaire parce que ça va permettre également des discussions à l'intérieur des entreprises. Il va falloir que les managers il va peut-être y avoir des bonus pour les managers qui vont davantage prendre en considération la promotion de leurs talents féminins. Donc ça, c'est important. Et puis, il faut aussi, en effet, vous le disiez, que les syndicats sensibilisent. Moi, j'appelle également les syndicats à se saisir de cette question d'égalité. Comment peuvent-ils le faire de façon très concrète ? Est-ce qu'ils peuvent suivre l'évolution de ces notations, pousser les entreprises à remplir cet index ? Les 3 ans, par exemple, c'est long pour se mettre en conformité avec cet index. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus et faire un temps plus court ? Les 3 ans, moi, je pense qu'ils sont nécessaires. Si on a des entreprises qui ont des retards considérables, on parle des entreprises qui sont en dessous de 75 points sur 100. Il faut leur laisser aussi la possibilité de le faire. Par ailleurs, là, on parle beaucoup des grandes entreprises et c'est très important parce que c'est l'actualité. Mais il faut avoir en tête également qu'en novembre, ce seront les petites entreprises qui vont devoir également remplir ces obligations. Vous pensez qu'il y aura une dynamique ? Et absolument. Et ce qui n'était pas jusqu'à présent, on ne portait pas toujours une attention sur ces petites entreprises qui, en fait, sont les plus gros recruteurs dans notre pays. C'est vrai, vous parliez des entreprises du CAC 40, c'est très important. Et peut-être qu'en effet, il y a des notes qui ne sont pas si mauvaises pour ces entreprises parce qu'il y a des services de RH comme Madame qui ont ces éléments, ces éléments qui ont en considération. Mais les petites entreprises qui aujourd'hui n'ont pas forcément ces éléments en tête, quels que soient les secteurs professionnels d'ailleurs, vont devoir les mettre en place. Donc je crois que l'apport de la loi, il est aussi à ce titre-là. C'est les grandes entreprises, mais également les TPE. Vous pouvez me citer une femme à la tête du CAC 40 en France ? Madame Kuchner. Kocher, elle n'est pas exactement PDG d'Engie. Il n'y en a pas. C'est quelque chose quand même. Pas de PDG au niveau vraiment de la direction du top de l'organisation managériale. Voilà. Il y a des femmes dirigeantes en France. Mais quand on regarde le CAC 40, il n'y en a pas. La question des causes, elle se pose. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les femmes ne s'autorisent pas ? Est-ce que les hommes leur empêchent ? Est-ce que c'est la société ? Alors j'aimerais... Quand on regarde les comités directeurs des grandes entreprises, on voit souvent que les femmes sont cantonnées encore aujourd'hui à des postes présumés féminins, direction des ressources humaines, directrice de la communication, qui ne permettent pas souvent de devenir ensuite responsable de l'entreprise. Et puis j'entends beaucoup de choses qui sont dites, effectivement c'est important, le nombre de femmes dans le top 10 des rémunérations, mais je pense qu'il faut aussi voir ce que c'est que l'emploi féminin. Oui, c'est un effet de symbole, mais en fait, aujourd'hui, quand on parle des inégalités salariales aujourd'hui, il faut voir que l'essentiel des inégalités salariales, elles se passent pour Madame tout le monde, je dirais. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, 80% des contrats à temps partiel sont souvent contraints, sont des emplois féminins, que 70% des SMICards sont des SMICardes. Donc en fait, les travailleurs pauvres, les travailleurs au SMIC sont des femmes en fait. Et c'est à elles en fait qu'il faudrait aussi s'adresser. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est la journée de lutte pour les droits des femmes et de toutes les femmes aujourd'hui. Et en termes on a vu aussi beaucoup de mères isolées qui ont des petits salaires, des temps partiels, des SMIC et des difficultés à finir les fins de mois, et pour qui cet index qui parle de rémunération du top 10 ne va pas leur le nombre de femmes très important dans le mouvement des Gilets jaunes, transition toute trouvée, puisque
place de la République. Depuis 15h40, eh bien, les militants et militantes de la cause des femmes qui se sont rassemblés ont choisi cet horaire, 15h40, l'horaire symbolique qui signifie qu'après 15h40, les femmes travaillent gratuitement. Nathalie Guilloire a suivi ce rassemblement. Elle est aux côtés de Sophie Binet, qui est en charge des questions égalité femmes-hommes pour la CGT. On va écouter son entretien. Cette mobilisation est organisée à l'appel de nombreuses associations, mais aussi de syndicats, dont le vôtre, Sophie Binet. Pourquoi êtes-vous mobilisée aujourd'hui? Alors la CGT appelle les femmes à arrêter le travail aujourd'hui à 15h40 pour dire que les 26% d'écart de rémunération, on n'en peut plus, que c'est plus possible qu'il y ait 30% des femmes qui soient enfermées sur des emplois à temps partiel avec une précarité extrêmement importante, que c'est plus possible qu'elles n'aient pas de déroulement de carrière dès lors qu'elles ont des enfants et qu'elles veulent avoir des enfants et une parentalité. Et puis aussi pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Donc en fait le mot d'ordre c'est l'égalité, maintenant on n'en peut plus d'attendre. Qu'est-ce que vous pensez de l'index femmes-hommes? Est-ce que ça peut être efficace? Grâce à notre mobilisation l'année dernière, nous avons gagné une obligation de résultat et les entreprises sont tenues de supprimer les écarts de rémunération. C'est une grande victoire. Le problème c'est cet outil de mesure où le lobby patronal a obtenu un outil de mesure qui permet de neutraliser l'essentiel des inégalités de salaire et de les opacifier en fait. Donc finalement, cet index, il doit être revu pour garantir la transparence et puis pour, dans ces critères, ne plus neutraliser les écarts de rémunération, mais au contraire permettre de les identifier pour qu'on puisse les supprimer. Alors dans cet index, on ne pointe pas les mauvais élèves. Est-ce que du coup c'est assez contraignant pour vous? Non, c'est même pas assez contraignant parce que les inspections du travail n'ont pas les moyens de contrôler l'index, parce qu'il n'y a pas de transparence organisée en direction des organisations syndicales et des salariés pour le vérifier, et qu'en fait, c'est un peu les employeurs qui s'attribuent eux-mêmes leurs notes sur la base des critères, bien sûr, et donc on n'a pas de fiabilité aujourd'hui de l'index avec des résultats qui sont assez étonnants en fonction des entreprises. Donc il faut d'urgence revoir cet index pour en faire un vrai outil de mesure des inégalités salariales, et ainsi garantir la mise en œuvre de la loi qui a été votée l'année dernière et qui, encore une fois, est vidée de son contenu à cause du lobby patronal qui refuse d'augmenter les salaires des femmes. Merci Sophie Binet d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est un peu le jeu des oppositions. On n'est pas surpris par la position de la CGT, mais là encore, il y a un certain nombre d'arguments soumis à l'index, si je puis me permettre. On n'a pas beaucoup parlé de la question des contrôles. Qui va contrôler, comment et avec quelle fréquence ces notations? Le fait que, voilà, faut quand même faire confiance aux entreprises. Il y a des critères, mais il faut contrôler l'application correcte de ces critères. Qui est prévu dans la loi. Donc, il y aura notamment l'inspection du travail qui va vérifier la réalisation de l'index, qui va également regarder très précisément quels sont les écarts salariaux dans les entreprises. Et en effet, les entreprises qui n'auront pas satisfait à leurs obligations. C'est des contrôles inopinés, l'inspection des boules? Oui, je pense qu'il y aura des contrôles inopinés. Je pense que les modalités seront fixées par Noël Pénicaud et le ministère du Travail, mais ces obligations doivent être respectées. Donc en effet, moi je suis pour qu'il y ait des contrôles et qu'ensuite, eh bien, les entreprises respectent la loi. Elles auront le temps nécessaire. Pour le coup, on est d'accord pour pouvoir résorber les écarts salariaux s'il y en avait, et puis enfin nous puissions avoir cette obligation de résultat que nous attendons, comme vous le disiez, depuis maintenant 1971. Nathalie Margaret, on entend les doutes, hein, il y a beaucoup d'arguments sur la table qui rendent au fond assez sceptiques sur l'efficacité de cet index, vous qui l'avez mis en place. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes, au fond, les femmes en entreprise qui savent que voilà, elles sont pénalisées? Ça va aller mieux, vous allez voir, ça va marcher. Si vous y croyez, bien sûr. Alors moi j'y crois. Alors plutôt que de remettre en cause l'index, je pense que on parlait de transparence. Enfin, on a un cabinet d'audit et de conseil, donc l'audit on connaît. Donc il faudrait qu'effectivement cet index soit audité et qui est pourquoi pas une communication non pas globale, mais en fonction des différents critères. Et nous, on est vraiment en train de travailler sur les raisons qui font qu'on n'est pas obtenu la note maximale. Et c'est là où, en fait, l'index, c'est un diagnostic, mais il doit s'inscrire dans un plan pluriannuel. Et on met en place des actions sur le sujet. Et je pense que demain, si on continue à lutter également contre les stéréotypes, qu'on arrive également à conserver nos talents féminins, on va créer un vivier de personnes qui pourront augmenter. Allez, Céline Picq, vous aurez le mot de la fin. C'est mieux que rien, tout de même. Ça, c'est une évidence, non? On a eu beaucoup rien pendant très longtemps aussi. Donc on aimerait aussi avoir une égalité réelle, et je pense que les jeunes générations aujourd'hui sont extrêmement demandeuses d'égalité, et il faudrait vraiment que ça soit
une résorption effective. Et aujourd'hui, l'index tel qu'il est construit aujourd'hui, j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup de communication de la part des entreprises. Bon, eh bien c'est dit, on a les pour, les contre, les doutes et les avocats de ce nouvel outil. Merci à toutes les trois d'être venues sur LCP pour ce débat. Dans un instant, on va ouvrir notre page spéciale consacrée au grand débat national. Ça fait le débat, vous le savez, c'est désormais tous les vendredis, le magazine hebdo d'LCP au cœur de toutes ces réunions citoyennes. Mais d'abord, ce témoignage, en ce 8 mars, journée de la femme, elle ne serait pas devenue députée si elle n'avait pas écouté, au fond, les hommes, et si elle n'avait écouté que la branche féminine de sa famille. Un autre exemple de cette forme d'autocensure où les femmes peinent à s'autoriser à prendre le pouvoir. Elle s'appelle Sophie Oconi, elle est élue LREM à l'Assemblée et elle a raconté cet épisode à Marion Lefebvre. Et moi,